Mon message, c'est un message, je vous le dis clairement et sans détour, c'est un message de révolte complète. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai la conviction profonde que nous sommes tous le dos au mur et qu'il s'agit soit d'agir, soit de se taire. Mais on ne peut plus rester au milieu de ce grand merdier qu'est l'univers des pesticides. 2 mots sur l'histoire de l'industrie agrochimique. Beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, mais tout de même, il faut y revenir. L'industrie agrochimique a partie liée depuis le départ avec le crime. Bayer, ensuite, s'est transformé, enfin, est entré dans un conglomérat industriel qui s'est appelé IG Farben en 1925. On peut dire qu'il y a une sorte de fusion, c'est pas exagéré de le dire, entre IG Farben, donc Bayer, et l'appareil industriel nazi. C'est allé extrêmement loin, puisque des responsables d'IG Farben ont bâti une usine toute proche d'Auschwitz, ce terrible centre d'extermination, où on fabriquait du caoutchouc synthétique, notamment du caoutchouc synthétique pour l'armée allemande. Et dans cette usine proche d'Auschwitz, ont travaillé des détenus d'Auschwitz. Le grand Primo Levi, cet Italien que certains d'entre vous doivent connaître, c'est le grand écrivain qui s'est finalement suicidé. Primo Levi a travaillé dans cette usine Buna Monowitz, qui avait été créée, imaginée par des ingénieurs de IG Farben, et parmi lesquels des gens de Bayer. Après la guerre, enfin, des ingénieurs de Bayer, dès 1936, ont inventé des gaz terrifiants, le gaz sarin, dont on a beaucoup parlé depuis 15-20 ans. Ce gaz sarin qui a été utilisé sur le champ de bataille syrien par le régime de Damas a été inventé par des ingénieurs Bayer à partir de 1936. Et à la Libération, eh bien, figurez-vous que certains qui avaient pourtant supervisé la construction de Buna Monowitz, où ont été comment dire, épuisés jusqu'à la mort de très nombreux détenus d'Auschwitz, eh bien, certains, et l'un d'entre eux, Fritz Termer, aussi incroyable que ça puisse paraître, cet homme qui avait été condamné à Nuremberg, à une peine dérisoire en vérité, ne l'a pas faite en entier, a été récupéré par Bayer, s'est retrouvé au conseil de surveillance, au conseil d'administration de Bayer, et a été président du conseil de surveillance de Bayer. Bayer, la grande entreprise agrochimique qui domine la scène agrochimique dans le monde, Bayer est une entreprise criminelle. Monsanto, je vais aller très vite parce que, bon, vous savez, c'est une entreprise, là aussi, qui a utilisé des méthodes de voyous tout au long de son histoire, qui a, Dieu sait, par exemple, commercialisé les PCB, dont le nom commercial en France a été longtemps le pyralène, un produit extrêmement utile dans le domaine industriel. Eh bien, Monsanto savait, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, dès les années 30, savait que les PCB étaient des dangers considérables, l'a tué, l'a caché. Le DDT, qui a été interdit en France en 1972, en 1945, sauf, je vous parlais tout à l'heure de Primo Levi qui avait travaillé dans cette usine épouvantable de Buna Monowitz, eh bien, Primo Levi qui sort des camps nazis manque de mourir après la libération, parce qu'il est infesté par le typhus est apporté par des puces du rat, et Primo Levi va être sauvé in extremis par un épandage sur son corps de DDT. Et si je vous dis ça, c'est pour bien vous faire comprendre qu'on est face à un paradoxe, c'est un gros paradoxe. Dans un premier temps, et de bonne foi, on a cru que les pesticides modernes allaient régler plein de questions qui étaient restées en suspens sans solution. Il y avait une euphorie. Le climat général était à l'euphorie en France, en Europe, aux États-Unis. Euphorie. On allait régler, on avait trouvé des solutions. Alors cette illusion a conduit à quoi ? À la constitution du lobby des pesticides qui, je vous le dis tout de suite, existe toujours à peu près sous la même forme en 2019, au moment où je vous parle. Ce lobby, au point de départ, donc on peut dire qu'il est de bonne foi. Il est créé par un homme qui s'appelle Fernand Villaume, qui est un ingénieur agronome, qui bosse pour l'industrie. Il a une très forte intelligence, une très forte compréhension de ce qui se joue. Il comprend avant tout le monde qu'il faut unir toutes les forces disponibles pour permettre la diffusion des pesticides. Seulement, les choses vont changer. C'est-à-dire que progressivement, évidemment, on va se rendre compte que les pesticides posent des problèmes.
La date clé dans ce domaine, ça ne va pas trop vous surprendre, c'est Rachel Carson, qui est une biologiste, une vulgarisatrice, biologiste marine et une très grande vulgarisatrice aux États-Unis. Elle est connue. Et elle est effarée, en fait, dès la fin des années 50, elle est effarée de voir les effets des pesticides dans la région où elle habite. Elle constate des effets immédiats, certains, sur notamment la reproduction des oiseaux. En 1963, le président de l'Académie des sciences, Roger Haim, qui est aussi directeur du Muséum national d'histoire naturelle, préface le livre de Rachel Carson et dit... J'ai pas les mots exacts en tête, mais enfin, il s'attaque bille en tête à l'industrie agrochimique et il dit on met en prison des assassins ou des auteurs de hold-up. Quand s'attaquera-t-on enfin? Quand mettra-t-on en prison les responsables de l'industrie agrochimique qui sont en train de détruire la vie autour de nous? Les néonicotinoïdes. Comment se fait-il que les néonicotinoïdes, dont on a su dès 1994 par des alertes répétées d'apiculteurs, dont on a su qu'ils tuaient les abeilles par milliards, comment se fait-il que les néonicotinoïdes se soient maintenus pendant 25 ans en France? On sait qui, quand et comment a soutenu ce lobby criminel des néonicotinoïdes. Il a fallu 25 ans pour en venir à bout. Le chlordécone, dont on parle beaucoup en ce moment, vous avez entendu cette chose effarante d'Emmanuel Macron, notre président de la République, affirmer il y a quelques jours à peine dans une réunion avec les maires d'outre-mer que le chlordécone, qu'il ne fallait pas dire que le chlordécone était cancérigène. Alors je vous résume l'histoire. Le chlordécone, c'est un pesticide qui est utilisé dans les bananeraies des Antilles, qui a été utilisé notamment dans les bananeraies dans les Antilles françaises. Mais le point de départ est inouï, puisque le chlordécone, qui portait un autre nom, le curlone, a été interdit aux États-Unis dès 1976 parce que l'usine d'Hopewell en Virginie qui le fabriquait avait connu des scandales sanitaires à répétition, avec des dizaines de travailleurs atteints de troubles neurologiques très graves, avec des déchets qui avaient été balancés dans le James River, dans le fleuve à côté, et qui avaient entraîné des conséquences sanitaires tout à fait considérables. On avait assisté en 1974, 1975 et le début de 1976 à un scandale sanitaire international. Tout le monde savait que le chlordécone était un poison mortel. Tout le monde le savait. Néanmoins, en 1981, la gauche arrive au pouvoir en France. Qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Et c'est pour ça, c'est corrélé directement à l'existence d'un lobby surpuissant. Madame Édith Cresson, qui est ministre de l'Agriculture de François Mitterrand en 1981, accorde une autorisation de mise sur le marché au chlordécone pour les Antilles françaises. Aujourd'hui, la situation est absolument dramatique puisque les études scientifiques que M. Macron aurait peut-être bien fait de lire indiquent sans aucun conteste que la Martinique a le record du monde du nombre de cancers de la prostate. Et je vais finir sur un autre point, et j'espère que vous vous souviendrez de ce que je vous dis ce soir, parce que de ça, on va en reparler, croyez-moi, soyez-en certains. En avril 2018, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un an, des scientifiques de très haut niveau, du CNRS, de l'INSERM, de l'université, de l'INRA, lancent une alerte exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle ne s'appuie pas en vérité sur une étude précise, mais c'est une alerte de grande ampleur. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous travaillons, nous, scientifiques, chacun dans notre laboratoire, sur je vais aller vite, sur l'inhibition d'une enzyme qui est décisive pour la respiration de la quasi-totalité des êtres vivants. Une enzyme qui est décisive. Si cette enzyme est attaquée ou disparaît, alors la respiration peut être bloquée. Et un de ces scientifiques constate par hasard, figurez-vous, par hasard, qu'on épand sur les champs en France, sur 70% des surfaces de blé tendre, sur 80% des surfaces d'orge d'hiver. On l'utilise également pour la conservation des tomates, pour la conservation des pommes de terre, on l'utilise sur les arbres fruitiers. Quoi? Eh bien, une classe chimique qu'on appelle les SDHI. Ce sont des inhibiteurs, c'est-à-dire ce sont des produits chimiques qui détruisent, qui inhibent une enzyme présente dans des champignons qui
qui nuisent à la production des céréales, qui peuvent la réduire de manière assez considérable. Les firmes de l'agrochimie ont inventé ces nouveaux pesticides qui, en effet, sont très efficaces contre les champignons, mais, disent les scientifiques en question, on est très inquiet parce qu'on s'est rendu compte que le pesticide utilisé pour les champignons des céréales, ce pesticide-là est actif sur des cellules humaines, autrement dit, qu'il peut contribuer à la détérioration de cette enzyme décisive pour la respiration, en l'occurrence des humains. Et, disent-ils, bien qu'on ne puisse pas en apporter la preuve scientifique, nous constatons un accroissement notable d'un certain nombre de maladies liées à une détérioration de cette enzyme chez les humains, des encéphalopathies graves chez les enfants, des tumeurs, certains cancers, etc., etc. Alors ils disent, ok, on est sûr de rien, et d'ailleurs on est sûr de rien, mais il y a une inquiétude absolument légitime, et on alerte solennellement les autorités de contrôle en France, et il faut faire quelque chose, et ce qu'on vous propose, c'est de lancer un moratoire sur l'usage des SDHI dans l'attente de résultats qui nous rassureraient ou qui, au contraire, nous inquiéteraient davantage. Il lance l'idée d'un moratoire. Qu'est-ce qui se passe en France ? Normalement, une alerte pareille, venue de scientifiques de ce niveau, devrait arrêter l'affaire. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, entre en jeu l'ANSES. L'ANSES, c'est l'agence publique qui est chargée de nous protéger, notamment contre les effets des pesticides. Cette agence enregistre l'alerte des scientifiques et disent bon, très bien, on va constituer une équipe, on va faire une étude puisque vous nous alertez. Jusqu'à là, rien à dire. Mais il se trouve que cette agence, l'ANSES, qui est censée nous protéger, c'est aussi celle, aussi incroyable que ça puisse paraître, qui est chargée de l'homologation des pesticides, de l'autorisation de mise sur le marché. Autrement dit, la même agence est chargée d'autoriser la mise sur le marché d'éventuels poisons et en même temps de nous protéger. Il y a un conflit évident, total, absolu, dingue, entre deux fonctions qui devraient être séparées et qui ne le sont pas. L'agence dit on va donc rassembler un comité, et elle le fait. Elle rassemble un comité de 4 toxicologues. Alors, on se dit, c'est très bien, on attend le résultat, le temps passe, c'était en avril 2018, très bien, il faut du temps, c'est tout à fait compréhensible. Le rapport de l'ANSES sur cette alerte extraordinaire tombe le 15 janvier 2019, vous voyez, il y a à peu près un mois. L'ANSES, je vous résume, l'ANSES dit, il n'y a rien à voir, c'est pas vrai, l'alerte n'est pas constituée pour telle et telle raison, blablabla, blablabla, blablabla. Les scientifiques qui ont lancé l'alerte, j'en connais un, Pierre Rustin, sont un peu effarés. Parce que, par exemple, ils n'ont pas voulu, l'ANSES n'a pas voulu, dans le groupe travaillant sur l'alerte, n'a pas voulu faire entrer dans ce groupe fermé de 4 personnes des scientifiques qui travaillent sur les SDH, qui travaillent sur cette enzyme décisive pour la réputation. Il aurait fallu que des gens spécialistes de ces questions-là fassent partie du groupe. Non, ils ont été écartés. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup d'autres choses, je n'y insiste pas, il y a beaucoup de choses qui troublent au plus haut point les scientifiques qui étaient à l'origine de l'appel. On en est là. Ils ont répondu. Bien sûr, ça n'intéresse pas la presse, c'est un fait. Ça n'intéresse personne, c'est un fait. Mais ils ont répondu et leur réponse, qui est très diplomatique, signifie en français courant qu'on s'est foutu d'eux, qu'on s'est foutu de la société une fois de plus, et que l'affaire, elle est pendante, qu'elle est tout à fait devant nous. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que l'affaire des SDHI va conduire à la catastrophe finale. Je ne dirai jamais ça, je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Et si on n'a pas fait ce quelque chose, c'est-à-dire prendre des moyens pour savoir ce qu'il en est, c'est que l'ANSES fait partie du lobby des pesticides, à mes yeux. On est en face d'un phénomène de nature apocalyptique. On est face à une apocalypse. On est face à un drame biblique. Oui, c'est un drame biblique de voir disparaître à une vitesse pareille les oiseaux. Le tiers des oiseaux en France ont disparu en l'espace de 15 ans et le rythme de disparition s'accélère. Les insectes disparaissent à une vitesse tout à fait extraordinaire. L'étude allemande, dont on a beaucoup parlé, signale que dans des zones pourtant protégées de l'Allemagne, en 27 ans, presque 80% de la masse des insectes volants ont disparu.
il y a une méta-analyse, une analyse, disons, d'études qui vient de paraître aussi australienne, qui montre que le phénomène est mondial. Et la question qui s'est posée à moi, qui s'est posée à Éric Ferraille à côté de moi, et qui se pose à vous, parce qu'on est exactement à égalité, moi je suis exactement à égalité avec vous tous, la question qui se pose, c'est fait-on quelque chose? Et si on le fait, c'est maintenant, ou ne fait-on rien? Il ne faudra pas venir pleurer demain. Je veux dire qu'on a le droit de ne rien faire, on a tout à fait le droit de ne rien faire. Mais moi, je suis certain à 100% que c'est maintenant qu'il faut agir, et c'est maintenant ensemble, et qu'il ne faut plus finasser. C'est-à-dire, nous, on réclame la fin, l'interdiction de tous les pesticides, parce qu'ainsi que je vous l'ai montré un petit peu ce soir, il s'agit d'un système. Il s'agit d'un système complexe où finalement on est obligé de se séparer parfois d'une molécule, mais le système, loin de s'affaiblir, se renforce de crise en crise et devient un danger monumental pour tout ce qui est vivant sur cette terre. Vous imaginez bien que si les oiseaux et les insectes sont touchés, vous imaginez bien que les autres êtres vivants dont nous sommes le sont, et ils le sont, bien entendu. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite remarque. Il y a quelques jours, le journal Le Monde titrait en une, et la une du Monde, pour ceux qui lisent ce journal, en tout cas, c'est quelque chose. Donc, toute la une du Monde était barrée d'un titre sur l'espérance de vie qui ne progresse plus, ou plus exactement, qui a tendance à régresser depuis quelques années. La question des pesticides n'était pas abordée. Je ne prétends pas régler la question, ça serait absurde. Mais quand même, il y a des signaux dans la santé humaine en France qui sont absolument préoccupants. Par exemple, explosion du nombre de diabète. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, il y a des études concordantes. Bien sûr, elles ne sont pas, définitives, mais elles existent. Il y a des études de haut niveau concordantes qui disent qu'il y a de nombreux produits chimiques, dont des pesticides, qui ont des effets qu'on appelle là-bas diabétogène. Diabétogène, c'est-à-dire tout simplement, il favorise l'apparition de diabète. Idem pour l'obésité. Encore une fois, je ne veux pas réduire toute l'affaire. C'est des phénomènes extrêmement complexes, comme on dit, multifactoriels, mais néanmoins, oui, il y a de nombreux produits chimiques et des pesticides qui ont des effets obésogènes. Et pendant le temps qu'on parle, la santé des humains en France se dégrade. Le diabète explose, l'obésité explose, l'autisme explose, dont on pensait longtemps que c'était une maladie exclusivement psychologique, voire psychiatrique, eh bien on se rend compte, parce qu'il y a un nombre effarant, il y a une véritable explosion du nombre de cas d'autisme recensés dans tous les pays développés. Par exemple, je me souviens d'une déclaration de la ministre québécoise, Madame Vasseur, en 2014, elle parlait d'un tsunami d'autisme au Québec. Bon, l'autisme, encore une fois, très compliqué, je ne prétends pas répondre... Non, je ne prétends pas répondre à tout, loin de là. Mais néanmoins, il y a des signes sans équivoque qui montrent que oui, cette contamination peut jouer son rôle. Parkinson, Alzheimer, toutes ces questions-là, les allergies diverses et variées, l'asthme, etc. Je pense qu'il est raisonnable en tant qu'humain de se dire qu'on est face à une entreprise criminelle et que nous sommes assez grands les uns et les autres, unis tous ensemble, pour mettre fin à ce cauchemar. Je veux dire, sur un plan technique, c'est un autre débat. Mais je veux dire, les humains se sont passés de pesticides de synthèse pendant environ 2 millions d'années. Ils les auront utilisés pendant un nombre d'années que j'espère le plus réduit possible. Bien sûr qu'on peut produire des aliments de qualité sans passer par la case des pesticides de synthèse. Bien sûr, c'est compliqué. En tout cas, on me fait signe que je suis trop bavard, donc je vais arrêter. Mais en tout cas, retenez cette chose. L'appel des coquelicots, c'est vraiment un soulèvement pacifique, mais déterminé. Il n'est plus question de reculer. Je vous dis mon sentiment profond, on ne va pas reculer. Et donc vous avez absolument un rôle à jouer en nous rejoignant devant les mairies d'un grand nombre de villes. Il y a environ 800 rassemblements simultanés des coquelicots le premier vendredi de chaque mois à 18h30 devant les mairies. C'est un premier pas. On a plein de projets
il va être question d'agir. On agit déjà en se retrouvant devant les mairies, en se comptant, en se congratulant. Oui, c'est vrai, on commence à agir. Mais on va devoir agir dans le courant de l'année 2019 et dans le courant de l'année 2020, puisqu'on est parti pour 2 ans de travaux publics coordonnés. On va faire plein de choses ensemble. Et donc, moi, la chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument rejoindre le mouvement des coquelicots qui n'a pas de chef, qui n'a pas de hiérarchie, qui n'impose rien à personne. Il n'y a pas de ligne, il n'y en aura pas, jamais. Si, il y en a une quand même, je vous lis rapidement notre appel, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça notre ligne, la voici. Donc les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection, nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes. Voilà.